Bonjour à tous, merci de vous êtes connectés pour ce nouveau webinaire de sensibilisation sur le projet établissement bas carbone. Donc ce projet est organisé par l'ABC, l'association Bilan Carbone et Avenir Climatique, et qui sont présents avec moi aujourd'hui. On fera un tour de salle juste après. Donc c'est un projet qui permet de mesurer l'empreinte carbone d'un collège ou d'un lycée, à travers différentes phases de sensibilisation et de comptabilité carbone. Je vais y venir juste après. Et pour commencer, on peut faire un petit tour de salle, peut-être rapide, comme on n'est pas très nombreux. J'espère que vous pouvez me le dire dans le chat, vous m'entendez bien et vous voyez bien le support. Pour commencer, peut-être, on va se présenter nous et ensuite on vous laissera rapidement la parole, ou simplement de l'inscrire dans le chat. Donc mon nom est Teddy Courteau, je suis chef de projet à l'association Bilan Carbone. Je m'occupe de tout ce qui est le volet sensibilisation du grand public, et notamment de la jeunesse à travers ce projet. Ce projet, donc, comme je le disais, il est destiné au collège et au lycée pour mesurer leur empreinte carbone. On produit aussi, je m'occupe aussi de piloter un projet pour produire des contenus vidéo avec le studio L'Esprit Sorcier. Et on travaille aussi en étroite collaboration avec l'Académie du climat à Paris sur des projets de sensibilisation et aussi de comptabilité carbone. Est-ce que Aurélien et Emmanuel, vous voulez vous présenter côté avenir climatique? Ouais, merci Teddy. Du coup, nous, on représente l'association Avenir Climatique. On est tous les deux en service civique. Du coup, moi, c'est Emmanuel et Aurélien à côté de moi. Avenir Climatique, c'est une association qui a été créée en 2007 et qui vise à sensibiliser les citoyens aux enjeux énergie et climat. Et donc, nous, dans nos missions, on travaille surtout sur la sensibilisation des publics jeunes, donc entre 9 et 20 ans, surtout. Donc via le projet établissement bas carbone et d'autres projets qui font partie du pôle et du climat, donc qui vraiment visent à sensibiliser et outiller en fait les élèves sur les problématiques donc de l'énergie et du climat, dont on vous reparlera juste après la présentation du projet. Merci Manuel. Et pour compléter aussi du côté de l'ABC, de l'association Bilan Carbone, nous sommes, on a lancé ce projet parce qu'on est historiquement, c'est nous qui portons l'outil et la méthode Bilan Carbone, qui a été créé par l'ADEME en 2004, et depuis 2011, l'ADEME nous a donc créé l'association Bilan Carbone, et depuis on porte l'outil et la méthodologie. Et c'est pourquoi donc il y a 2 ans maintenant, on a créé ce projet établissement bas carbone pour s'ouvrir à un nouveau type de public qui n'est plus seulement professionnel, mais aussi grand public et scolaire notamment. Donc dans ce projet, donc on est l'association Bilan Carbone Avenir Climatique. On a aussi des partenaires italiens et espagnols, comme vous voyez sur votre gauche. Le projet établissement bas carbone, il est aussi appelé Clixon, puisqu'il a une déclinaison donc au niveau européen. Les contenus pédagogiques notamment, ils sont issus de nos partenaires espagnols. La méthodologie, en partie, mais aussi d'avenir climatique. La méthodologie, elle a aussi été créée enfin fournie en tout cas par nos partenaires espagnols, et tout ce qui est digital, c'est-à-dire l'outil de comptabilité carbone en ligne, il a été créé par nos partenaires italiens cette fois-ci, et on a un site web aussi qui a été créé aussi par nos partenaires italiens. Donc dans ce projet, on est soutenu par l'ADEME côté français, côté donc PEBC. À l'avenir, je dirais PEBC pour projet établissement bas carbone, par souci de praticité. Ensuite, pour le côté européen, on est soutenu par la Commission européenne, par le projet Erasmus+. Et on a aussi d'autres partenaires avec qui on est en train d'établir des collaborations, sur l'association Climaction en Bretagne, qui aussi sensibilise et fédère des lycées et des collèges dans le secteur de Vannes. Le collectif Prof en Transition, qui est très actif sur les réseaux sociaux, qui organise beaucoup d'événements en ligne, et qui publie énormément de contenu sur leur page Facebook notamment, aussi Twitter, et ils ont aussi un site. L'association Renaissance écologique, avec laquelle on travaille de façon étroite aussi, qui a une fresque de la Renaissance, un petit peu de la même façon que la fresque du climat. Et enfin avec l'association Interagir qui porte le projet Éco-École. On est en train aussi de travailler sur d'autres partenariats qui viendront au fur et à mesure du projet. Je vous propose peut-être dans le chat, ou si vous souhaitez prendre la parole, dire simplement d'où vous venez, peut-être quelle est votre fonction, et quel est votre établissement et ville peut-être. Est-ce que certains veulent prendre la parole ou l'indiquer dans le chat, vraiment
en quelques secondes. Oui, bonjour Béatrice. Alors, je démarre. Bonjour. Je ne sais pas si on me voit très très bien. Oui. C'est en contre-jour. Donc, moi, je suis chef d'établissement de l'ensemble scolaire Saint-Michel-la-Pierre-Lac dans la Drôme. Donc, un ensemble de 800 enfants. Voilà. Donc, j'ai vu le mail et très très intéressé par le projet. Donc, j'attends d'en savoir un petit peu plus. Très bien, merci. Alors, je vais peut-être vous appeler peut-être dans... Ah, je vois que dans le chat, ça interagit, c'est parfait. Le temps que ce soit... Donc, il y a quelqu'un qui s'appelle Malville, qui est professeur de physique au lycée de Terrasson en Dordogne. Nous avons Audrey Bassot, qui est professeure d'histoire-géographie à Porte de Clignancourt à Paris et référente éducation développement durable. Très bien. N'hésitez pas en tout cas à Anne-Laure aussi, qui est chargée de projet Cube au CEREMA. On s'est peut-être rencontrés à la journée au conseil régional le 3 juin, vendredi dernier, à la fête des lycées co-responsables. Et bonjour dans ce cas-là. Tout à fait, très bien. En tout cas, pour les autres, n'hésitez pas à... Rémi aussi, on s'est rencontrés le vendredi. Rémi de Énergique, merci de votre message. Collègue d'Alain. Ok, parfait. Merci en tout cas pour vos interactions. Je vais continuer dans la présentation du projet. Et un dernier message peut-être, Claire Demeude, gestionnaire du lycée Élisa Lemonnier à Paris 12. Merci. Donc ensuite, donc ce projet, on est aussi suivi par un comité de pilotage qui nous donne ses réflexions, qui nous aide justement à consolider, à améliorer le projet. Comme je vous le rappelle, il est tout jeune, il a seulement 2 ans. On est soutenu par l'ADEME financièrement, mais aussi au niveau méthodologie bien sûr. On est dans notre comité de pilotage, on a la fresque du climat. Comme je le disais tout à l'heure, Terragir, on a le CNRS à travers le laboratoire Sciences et Climat de l'Environnement, c'est l'Institut Pierre-Simon Laplace, LSCE, pardon, en bas à droite de votre écran, un bureau d'études en Belgique, Coren, et enfin Office for Climate Education aussi. Aujourd'hui, donc, on va rapidement, je vais passer rapidement sur l'ordre du jour, mais je vais vous présenter tout ce qui est organisation du projet. Mes collègues d'Avenir Climatique vont vous présenter les contenus pédagogiques. On va aborder aussi tout ce qui est donc changement climatique, comptabilité carbone. Évidemment, un bilan carbone, ça se suit d'un plan d'action. C'est bien de mesurer ses émissions, mais c'est encore plus important d'agir. Et ensuite, faire ce qu'on a intitulé « Faites passer le message » dans le grand 2, qui est la phase de restitution. Il y a 5 phases dans le projet, je vais y revenir juste après, qui est aussi une phase bien importante. Et enfin, tout ce qui est en 3e partie, tout ce qui est calendrier, tout ce qui est ressources, tout ce qui est calculateur et vos questions au fil de l'eau qu'on prendra. N'hésitez pas à interagir dans le chat, on les prendra au fur et à mesure. Aurélien et Emmanuel, je vous laisse prendre la parole s'il y a des questions que je ne vois pas pour y répondre au fil de l'eau. Donc le projet établissement bas carbone, comme je disais, c'est un projet qui est un projet de sensibilisation sur l'empreinte carbone des collèges et des lycées. Donc il est issu du bilan carbone que l'on porte, mais c'est un projet vraiment simplifié. C'est pas un vrai bilan carbone, on parle plus d'empreinte carbone dans ce contexte-là. Le but, c'est vraiment de se caler sur les objectifs de la stratégie nationale bas carbone et de réduire ses émissions à l'horizon 2050. Donc c'est un petit peu là-dessus qu'on se base pour mesurer, pour calculer ses émissions et ensuite pour agir. Donc c'est vraiment adapté au fonctionnement d'une école, d'un collège ou d'un lycée, dans son activité quotidienne. C'est pas du tout la même chose qu'une activité d'une entreprise, bien sûr. Il y a effectivement tout ce qui est au niveau qu'on appelle opérationnel ou organisationnel, tout dépend de ce qu'on veut prendre en compte dans le périmètre d'études. En tout cas, c'est vraiment, j'y reviendrai par la suite, mais c'est vraiment quelque chose qu'on a voulu évidemment adapter au contexte scolaire. Les acteurs principaux, comme vous voyez à droite, ce sont les élèves, bien sûr. C'est eux qui feront l'essentiel du travail. Ce sont en général des éco-délégués, mais ça peut être une classe entière de 6e, de 5e, de seconde, peu importe. Les enseignants ou référents développement durable, ou ce sont aussi des documentalistes parfois, ou des CPE, des gestionnaires. Ce sont eux qui encadrent les élèves, bien sûr. Les élèves, ce sont eux qui travaillent, mais les enseignants sont là pour les motiver, pour les encadrer, pour animer évidemment les ateliers du projet établissement bas carbone. La direction, parce que c'est important qu'elle soit motrice dans ce projet, c'est important qu'elle soutienne les enseignants dans le projet,
que ce soit pour trouver des créneaux horaires, pour trouver d'éventuelles peut-être rémunérations parfois aussi, puisque c'est une de nos difficultés, on y reviendra, mais comme dans tous les projets extrascolaires, ça fait pas partie du projet, justement du programme scolaire. Donc il y a un système peut-être à mettre en place, une organisation à mettre en place, mais en tout cas, tous nos établissements jusqu'à présent ont trouvé les moyens de le faire. Et on en est content. Et enfin, comme je le disais, tout le monde est impliqué dans ce projet, aussi les chefs de cantine, les gestionnaires, les intendants, les personnels administratifs, les surveillants, puisque notamment dans la troisième phase de comptabilité carbone, il y a la collecte des données. Je vais revenir encore une fois juste après. Tout le monde va être impliqué au moins à ce moment-là et encore après aussi, notamment au plan d'action, pour aller justement pour que les élèves puissent collecter leurs données et avoir les bons chiffres pour avoir ensuite pour faire le calcul de leurs émissions. Donc, comme je le disais, il y a 5 phases. Les 2 premières phases, c'est la sensibilisation. La première, en tout cas en haut à gauche, c'est nous qui vous sensibilisons au projet, comme je le fais aujourd'hui d'ailleurs. Donc, on vous sensibilise à l'organisation du projet, les contenus pédagogiques, le calculateur, tout ce qui est méthodologique aussi, bien sûr. Il y a un guide méthodologique qui vous accompagne tout au long de l'année. Donc c'est l'occasion de lancer le projet, ça se passe en septembre, octobre, en général, en octobre peut-être, suite à l'élection des éco-délégués, c'est ce qui se passe de façon générale. Ensuite, il y a la seconde phase, une fois qu'on vous a présenté tout ça, dont les contenus, c'est à vous, enseignants, de présenter les contenus pédagogiques à vos élèves. Je vais revenir juste après sur le format de ces contenus. Donc il y a 3 thématiques, c'est l'énergie, le climat et l'impact des activités humaines. C'est le prisme qu'on a choisi en tout cas dans ce projet au niveau de la sensibilisation, puisque c'est vraiment un prisme comptabilité carbone, émissions de gaz à effet de serre, donc c'est pour ça qu'on a choisi ces 3 thématiques-là. Et après cette sensibilisation en deux étapes, il y a la troisième phase qui est la comptabilité carbone. Donc il y a une collecte des données, donc comme je le disais tout à l'heure, les élèves vont chercher les données à droite à gauche, j'y reviendrai plus en détail après, et ensuite ils les rentrent dans le calculateur qui est en ligne, qui est aussi disponible sur notre site. Pour l'instant, il faut s'inscrire et ensuite on valide votre inscription. On automatisera ça très prochainement en tout cas. Et c'est ce qui permet d'avoir un tableau de bord selon 5 postes d'émission, je vais revenir encore une fois juste après, pour avoir un plan d'action où justement il y a des phases d'idéation, il y a des votes, on définit qu'est-ce qui est prioritaire où est-ce qu'on va agir en priorité, et ensuite on lance ça. En général, c'est ce qui fait de façon plus courante à la rentrée d'après, puisque le plan d'action, il se passe en général au printemps. Donc il y a peu de temps avant la fin de l'année scolaire. Et enfin, 5e phase qui est en train d'avoir lieu pour certains établissements ou qui a déjà eu lieu, c'est la phase de restitution. Faites passer le message. Donc ça peut être un webinaire, une réunion, peu importe. En tout cas, c'est bien impliquer l'ensemble de l'établissement scolaire, les cercles privés aussi, les amis, les familles, pour montrer tout ce qui a pu être fait durant l'année, l'empreinte carbone tout simplement de l'établissement, et puis les actions qui vont être mises en place. Voilà, et puis de faire la transmission bien sûr avec les prochains élèves et enseignants de l'année suivante. Donc il y a ces 5 phases-là qui se regroupent sur une année scolaire. Comme je vous le disais, au niveau du calendrier, donc là, en orange sur votre gauche, c'est tout ce qui est sensibilisation. Donc en octobre, c'est ce qui démarre, c'est ce qui est la sensibilisation des personnels. Ensuite, novembre-décembre, c'est vous, enseignants, qui sensibilisez vos élèves. Après Noël, en janvier et février, jusqu'à mars-avril, là, c'est tout ce qui est comptabilité carbone. C'est la phase la plus longue, c'est la phase la plus peut-être où les élèves ont peut-être un petit peu besoin d'être motivés parce qu'il y a beaucoup de chiffres, beaucoup de choses à faire, à anticiper, notamment dans les supports de collecte. J'y reviendrai encore une fois juste après. Donc une fois qu'il y a la collecte qui a été faite, tout est rentré dans le calculateur, et c'est après en bleu foncé sur votre droite que vous avez à partir d'avril-mai jusqu'à juin le plan d'action. Donc c'est la fin du projet, c'est là ça devient vraiment concret, là on réfléchit vraiment sur ce qu'on peut faire. Et la phase de restitution au mois de juin, peut-être juillet pour certains établissements, mais en général c'est vraiment plus juin. Cette année, d'ailleurs, on a justement, c'était le mercredi dernier à l'Académie du climat à Paris, on a organisé un événement où certains de nos établissements étaient connectés, d'autres étaient même présents. On avait 3 établissements qui étaient présents, et donc ça, c'était vraiment intéressant d'avoir ces retours d'expérience et d'avoir un événement en présentiel et en distanciel aussi pour le coup.
Je vais maintenant laisser la parole à Emmanuel et Aurélien d'Avenir Climatique pour vous présenter rapidement aussi les contenus pédagogiques. Je répète le mot rapide à chaque fois parce que le but c'est vraiment de vous laisser aussi poser vos questions et d'avoir vos retours aussi de ce côté-là. Donc, je vous laisse la parole, Emmanuel et Aurélien. Merci beaucoup Teddy. Donc là, on va rapidement vous parler de ce qu'on peut exposer par exemple aux élèves dans les interventions qu'on fait dans les établissements. On va faire juste un petit point sur l'énergie, les activités humaines et le problème du changement climatique et comment ces trois pôles sont reliés ensemble. Donc on peut passer à la suite. On peut passer les slides ou pas? Ok. Donc ça, ce qu'on essaye de faire, c'est d'abord d'avoir en tête les différentes sources d'énergie qu'on peut utiliser et d'avoir en tête qu'il n'y a pas de source d'énergie parfaite. Il y a forcément des avantages et des inconvénients. Donc là, si on regarde les énergies renouvelables, donc l'avantage, c'est qu'elles sont renouvelables et qu'elles émettent peu de CO2. Donc on a l'énergie hydroélectrique, le solaire et l'éolien, la biomasse et donc l'énergie nucléaire qui n'est pas renouvelable, mais qui émet peu de CO2. Donc on a un inconvénient majeur sur les énergies renouvelables, c'est qu'elles sont intermittentes et qu'elles ont un faible rendement énergétique. Donc ça veut dire qu'il faut beaucoup de convertisseurs, donc en l'occurrence des panneaux solaires et des éoliennes, pour récupérer beaucoup d'énergie. Ce qui n'est pas le cas des énergies fossiles, donc qui elles ont l'avantage d'être très concentrées en énergie. Donc les énergies fossiles, c'est en fait le résultat de la fossilisation, donc sur des millions d'années, de matière organique, donc soit de matière végétale ou de matière qui était dans l'océan, des zooplanctons. Et donc ça, c'est ce processus qui prend des millions d'années génère des sources d'énergie qui sont très concentrées, qui sont donc faciles à transporter et à stocker. Le pétrole, c'est l'énergie du transport par excellence parce que c'est l'énergie qui est très concentrée et qui est facilement transportable. Et donc, ce sont des énergies qui ont un rendement énergétique élevé. Le gros problème de ces sources d'énergie, c'est qu'elles sont très émettrices de CO2, donc de dioxyde de carbone. Donc, on va voir par la suite pourquoi c'est un problème. Donc ça, c'est un graphique qui est très important et qui permet de se rendre compte à quel point notre monde d'aujourd'hui repose sur les énergies fossiles. Donc on voit sur la droite que 84% de l'énergie consommée dans le monde provient des ressources fossiles. Donc là, sur les échelles de temps, on est sur le début de l'ère pré-industrielle, donc en 1850 jusqu'à aujourd'hui. Et on voit une consommation croissante, voire exponentielle d'énergie. Et surtout que les sources d'énergie s'ajoutent les unes aux autres et ne se substituent pas jusqu'à présent. Donc quand on a commencé à exploiter du charbon, on n'a pas arrêté d'exploiter donc la biomasse, les arbres. Quand on a commencé à exploiter du pétrole, on n'a pas arrêté d'exploiter du charbon. Et donc, ça fait que cette accumulation de consommation d'énergie est toujours croissante. Et je pense. Et donc, toute cette consommation d'énergie, à quoi elle sert? Elle sert à divers besoins. Il y a des besoins qui sont énergétiques. Donc, vraiment, on brûle du gaz pour se chauffer. On utilise des combustibles fossiles pour se déplacer, notamment. Donc, que ce soit une voiture, un porte-conteneur, un avion ou des bus, en très, très grande majorité, ce sont aujourd'hui des combustibles fossiles qui sont utilisés. Et c'est aussi utiliser les énergies fossiles pour des besoins de fabrication de matières premières. Donc, que ce soit forcément les matières plastiques, mais aussi pour fabriquer des engrais dans l'agriculture. Donc, c'est vraiment des énergies qu'on utilise partout. Et donc, voilà, donc ça, c'est une première partie qui va servir à expliquer aux élèves, grâce aux contenus qui seront disponibles sur le site et facilement appropriables. Donc, l'expliquera un rappel sur les différents types d'énergie et leurs utilisations. Et ensuite, dans un second temps, on va expliquer l'impact que vont avoir ces utilisations de combustion fossile sur le réchauffement climatique,
par un rappel sur l'effet de serre. Vas-y, Teddy, tu peux passer. Ouais, donc, on fait un rappel sur l'effet de serre en rappelant que l'effet de serre en soi, c'est pas quelque chose qui est problématique. L'effet de serre, ça permet de garder une température moyenne terrestre de 15 degrés avec une partie du rayonnement solaire qui traverse l'atmosphère. Et donc, l'atmosphère qui va retenir donc une partie de ces rayons, des rayons infrarouges qui seront retransmis ensuite par la Terre qui se réchauffe. Et on explique aux élèves que plus on ajoute donc de gaz à effet de serre par l'utilisation des énergies fossiles, plus on va augmenter le réchauffement climatique et que ce réchauffement climatique va avoir des conséquences. Donc, il va y avoir des conséquences physiques et sociétales. Est-ce que Teddy, tu peux passer la slide, s'il te plaît? Merci. Donc, nos contenus font un rappel un peu de toutes les conséquences que peuvent entraîner le réchauffement climatique si on ne limite pas. Et donc, aujourd'hui, on parle d'un réchauffement potentiellement de 5 degrés d'ici 2100, ce qui entraînerait une hausse. Enfin, dans tous les cas, on va avoir une augmentation des vagues de chaleur donc, par la hausse de la température moyenne terrestre, ce qui va perturber le cycle de l'eau et entraîner une perturbation du régime des précipitations. Donc, dans certains endroits de la Terre, il y aura plus de précipitations et d'autres endroits vont connaître des sécheresses. Par ailleurs, le réchauffement climatique va entraîner une fonte des glaciers et des calottes glaciaires, et ce qui va entraîner une hausse du niveau de la mer, une érosion côtière et un recul du littoral. Et on explique aussi que l'acidification des eaux océaniques sera due à la hausse de concentration en CO2 dans l'atmosphère. Donc, l'océan, en fait, c'est un puits de carbone qui aspire le CO2. Et en fait, en inspirant plus, ça va entraîner une acidification des eaux océaniques. Et donc, ça pourrait potentiellement casser le cycle de la chaîne alimentaire qui existe dans l'écosystème marin. Et donc, tout ça, ça va avoir des conséquences sociétales sur les sociétés humaines. Voilà, on a vu toutes les conséquences physiques. Donc, on a une diminution des rendements agricoles et de la pêche qui vient suite aux conséquences qu'on a pu voir. Les dégâts matériels et l'instabilité politique financière qui pouvaient être générés avec notamment la hausse du niveau de la mer aussi. On estime qu'il y aura de nombreux déplacements de population et de réfugiés climatiques d'ici 2050. Donc tout ça, c'est des bonnes raisons. En fait, on explique aux élèves avec les contenus qu'il s'agit de très bonnes raisons de réagir tout de suite. Et donc, on leur propose de le faire avec la comptabilité carbone. Et Teddy va vous expliquer un peu ce que c'est. Merci à vous deux. Effectivement, maintenant, ça c'était les 2 premières phases qu'on vous a présentées. Maintenant, il est temps de vous présenter la 3e phase qui est un des cœurs du projet, bien sûr, c'est pas le seul. Évidemment, donc on parle de mesurer l'empreinte carbone de votre collège ou de vos lycées, mais pourquoi le faire, tout simplement? À l'heure actuelle, le débat public, c'est vrai qu'il est très centré sur le changement climatique, et alors qu'il y a d'autres facteurs qui se dégradent, d'autres indicateurs qui se dégradent, la biodiversité par exemple. Donc nous, on est quand même, puisqu'historiquement on est basé sur la mesure des gaz à effet de serre, c'est un projet qui est basé quand même là-dessus. Donc rapidement, vous le savez tous, je pense, ou pour la plupart, d'où viennent nos gaz à effet de serre, comme Aurélien l'a déjà dit juste avant. Ils viennent de tous nos secteurs d'activité. Ils viennent donc le méthane pour l'agriculture, qui est un pouvoir, on appelle un pouvoir de réchauffement global bien supérieur à celui du CO2, même s'il est moins présent moins longtemps dans l'atmosphère. Même chose pour les protoxydes d'azote aussi dans l'industrie, pour les engrais, dans l'agriculture, les gaz fluorés, et puis le CO2 bien sûr, qui est le gaz le plus présent après la vapeur d'eau, mais la vapeur d'eau, on ne la comptabilise pas dans ces gaz. Donc pourquoi le CO2, le E ou EQ, vous le verrez pour équivalent, c'est simplement c'est comme au niveau monétaire, on utilise une unité de mesure commune. Donc on parle en kilos ou en tonnes de CO2 équivalent pour regrouper tous les gaz à effet de serre, et vous voyez les équivalences en bas de l'écran. La deuxième ligne, donc 1 kg de méthane correspond à peu près 28 kg de CO2.
Donc, donc le méthane a un pouvoir de réchauffement global, comme je disais tout à l'heure, 28 fois supérieur au CO2. Le protoxyde d'azote, c'est encore plus, c'est 10 fois plus, 265. Ce sont des gaz qui restent moins longtemps dans l'atmosphère, mais qui sont moins présents aussi, mais donc il faut tout autant mesurer, évidemment, pour baisser ces émissions. Donc dans un établissement scolaire, évidemment, il faut choisir son périmètre d'études. On choisit qu'est-ce qu'on va mesurer, ce qui est périmètre organisationnel ou opérationnel. Si on choisit à l'échelle de l'établissement scolaire, seulement, donc, ou si on choisit au niveau de toute l'activité que regroupe l'établissement scolaire. Si je prends l'exemple d'un gymnase qui appartient à la mairie et pas à l'établissement scolaire, mais qui concerne une partie des activités, est-ce qu'on prend en compte ou non dans ces émissions? En tout cas, dans un premier temps, on peut choisir de ne pas le prendre en compte et ensuite les années suivantes, parce que le but d'un bilan carbone, c'est bien sûr, je ne l'ai pas précisé, mais c'est de le répéter d'année en année pour voir où on s'améliore, pour voir où sont nos leviers d'action et pour corriger les éventuelles erreurs de collecte de données et de calcul des émissions. Donc on choisit son périmètre d'études pour voir ensuite où sont nos leviers. Et j'en reviens à la question initiale, pourquoi calculer les émissions? Évidemment, c'est pour comprendre le fonctionnement de son établissement scolaire, comprendre où sont nos principaux postes d'émissions. De faire d'année en année, la première année, l'année 1, ça sert d'avoir des points de référence évidemment et de voir comment on évolue d'année en année. Ça permet d'anticiper, même de façon économique aussi, sur les années qui viennent. Si on baisse d'1 degré le chauffage, ça fait en général, selon la taille de l'établissement, économiser plusieurs milliers d'euros par an. Donc c'est quelque chose aussi qui a des répercussions autres que la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc voilà pour les raisons principales en tout cas de pourquoi mesurer les émissions de gaz à effet de serre de votre établissement. J'en viens tout de suite, il n'y a pas eu d'écran de transition, au calculateur. Je vais vous parler de calculateur tout à l'heure. On a un calculateur en ligne donc vous avez simplement, une fois que la collecte des données a été faite, il y a une interface élève et une interface enseignant ou référent EDD, peu importe. Les élèves donc rentrent leurs données dans le calculateur et le calculateur traduit directement ces données, alors qu'ils sont en kilowattheure par exemple ou en euros si ce sont on parle de ratios ou de ratios monétaires par exemple. Le calculateur les traduit directement, donc comme je le disais tout à l'heure, en kilos de CO2 équivalent. Ce qui amène à avoir ensuite un tableau de bord. Il y a 5 catégories, 5 postes d'émission, comme vous voyez ici. Alors là, pour le coup, les données sont vraiment rentrées de façon vraiment aléatoire. Il y a l'énergie, donc tout ce qui est consommation d'énergie. Il peut y avoir aussi de la production d'énergie, puisque certains établissements commencent à avoir des panneaux solaires. Tout ce qui est restauration, donc l'alimentation bien sûr. Là, on compte on va de la production, la culture des aliments. On va du champ à l'assiette, tout simplement. Le transport aussi, la transformation, tout est pris dedans. Les déplacements des élèves, des personnels, bien sûr, les achats, les fournitures principalement, et les immobilisations, c'est-à-dire principalement aussi la construction du bâtiment, selon son ancienneté ou non, et les équipements informatiques, par exemple. On y associe, il y a des facteurs aussi, donc tout ça, c'est basé sur des facteurs d'émission. Et ces facteurs d'émission, ce sont des coefficients, donc justement, qui permettent au calculateur de traduire vos données en kilowattheure par exemple, de les traduire en kilos de CO2 équivalent, et tout ça c'est issu de la base carbone de l'ADEME. C'est pourquoi on se concentre, le projet vraiment concerne la France métropolitaine pour l'instant en tout cas, uniquement, puisque cette base carbone de l'ADEME, qui est accessible publiquement, vous pouvez y créer un compte, vous tapez base carbone ADEME sur Google et vous la trouverez. Cette base carbone est basée uniquement sur des facteurs d'émission, donc au niveau métropolitain. Et donc à ces facteurs d'émission, pour pondérer tout ça, il y a des durées d'amortissement. Pour un établissement scolaire, c'est 20 ans. Au-delà si l'établissement a été construit il y a plus de 20 ans, on le prend plus en compte dans les émissions de l'année. Il y a d'autres spécificités, mais pour l'instant, c'est pas nécessaire forcément de les aborder aujourd'hui. Donc ça, c'est le tableau de bord du calculateur, et on rentre ces données dans ce type de champ. Voilà, là c'est pour les déplacements par exemple, ou la restauration à droite. Encore une fois, ce sont des données vraiment standards qui ne sont pas concrètes. C'est un outil qui a été créé cette année, on était sur un tableur avant, comme le vrai bilan carbone historique.
Donc c'est un outil qui est vraiment en évolution perpétuelle, comme tous nos contenus pédagogiques d'ailleurs. Donc il peut y avoir des bugs de temps en temps ou de traduction, puisqu'à la base il est créé en anglais et il est traduit ensuite. Donc dans ce cas-là, n'hésitez pas à nous faire des retours si nous ne les voyons pas tout de suite. On rajoute au fur et à mesure aussi des catégories, des facteurs d'émission pour, là par exemple pour la restauration, vous voyez seulement les repas végétariens et à dominante de viande rouge, mais il y a aussi les repas je crois végétaliens et aussi à dominante viande blanche, poisson, etc. Il y a plusieurs degrés de précision aussi pour ce calculateur. Donc là, c'est pour un repas moyen pour la restauration. Il y a aussi, si on a un degré de précision plus important, par ingrédient aussi, si la cantine dispose de ce genre de données. Voilà pour ce qui est du calculateur. Pardon. Ensuite, donc pour avoir ces données-là, évidemment, il faut les collecter. Ça, ce sont les élèves qui le font. C'est important d'anticiper cette phase, notamment au niveau de l'encadrant, parce qu'il faut souvent aller chercher des données à droite à gauche, et ça se passe par la création de questionnaires, ça se passe par la création de grilles d'entretien et ce genre de choses. Par exemple, les élèves iront aller voir l'intendant, le service d'entretien, le gestionnaire pour avoir des données liées à la consommation d'énergie. Ils iront voir aussi le cuisinier pour le nombre de repas servis, si le gaspillage est quantifié aussi, par exemple. Les déplacements, il y a des enquêtes à mener, c'est simplement aller interroger ses camarades dans la cour d'école ou alors à l'arrêt de bus, ou savoir comment viennent les personnels et les élèves au lycée ou au collège. Donc tout ça, c'est anticipé, les supports de collecte. Le but, c'est vraiment de les faire réfléchir là-dessus, comment créer ces supports, et qu'est-ce qu'ils veulent, quel objectif il y a derrière, quel type de données ils veulent aller chercher. Si, bien sûr, ils butent sur certains éléments, c'est à vous de compléter leur travail, c'est bien, et on est là aussi, de toute façon, quoi qu'il arrive, nous aussi, en soutien à distance, bien sûr, et en présentiel dès qu'on peut, notamment en Ile-de-France, parce qu'on est basé, on est une petite équipe, mais on est basé à Paris, donc on peut intervenir quand même en début et en fin d'année, notamment en présentiel. Donc ça, c'était la phase 3 de comptabilité carbone, et évidemment maintenant il faut agir, il y a un plan d'action, tout autour de ça il y a une méthodologie, bien sûr, et je vais laisser Aurélien et Emmanuel en parler aussi de ce côté-là. Merci. Donc là, la partie plan d'action, la manière dont ça a été imaginé, c'était grâce à notre partenaire espagnol, Design for Change, qui utilise un peu la technique du design thinking pour essayer de justement imaginer des actions qui soient impactantes, tout en concertant plusieurs personnes, donc à la fois les élèves et aussi donc les personnels de l'établissement. Donc en fait, une fois que le bilan carbone est réalisé, ça permet de savoir quels sont les postes les plus émetteurs, donc de choisir, de prioriser ces actions et d'imaginer comment mettre en place cette action. L'idéal, c'est que lors de cette phase, il y ait une consultation d'un expert ou d'une personne qui soit compétente pour évaluer justement la pertinence de ces actions. Mais généralement, les élèves arrivent très bien à choisir des actions qui sont impactantes, que ce soit la baisse du chauffage, et après d'imaginer les conséquences que ça peut avoir. Typiquement, s'il y a des élèves qui n'ont pas de pull, ils vont mettre en place une friperie. Donc ça, c'est des actions très concrètes qui peuvent être mises en place. Mais c'est globalement, oui, mettre en place un plan d'action qui soit réalisable, mais qui soit quand même très ambitieux. Et la slide suivante, c'est... Ouais, donc ça, c'est pour le plan d'action. Et la partie phase 5, faites passer le message. En gros, l'idée, ça va être de partager les résultats de tout ce projet PEBC. Donc, par exemple, cette année, il y a un établissement scolaire qui a remporté le prix de l'éducation du climat, qui a été remis par Jean Jouzel au Forum Météo et Climat à Paris. Suite à ça, l'établissement scolaire a obtenu un article dans le Dauphiné, qui a été partagé. Ensuite, d'autres élèves ont pu, par exemple, présenter les résultats à d'autres établissements scolaires de la région. Ils ont rencontré le conseil d'administration du collège, pour faire un peu passer le message autour de ce qui avait été relevé. Et il y a aussi des voies, donc des possibilités de communiquer diverses autour de ce projet. Et voilà, pour mettre en valeur ce qui a été fait. Donc, si vous avez des questions par rapport à tout ça,
c'est le moment. Effectivement, avant d'aborder peut-être le côté pratique, revenir sur le calendrier, sur les ressources aussi. Est-ce que vous avez déjà des questions sur les contenus, sur les 5 différentes phases et vous voulez prendre la parole? Voilà, je vois qu'il y a une main levée. C'est Elisa. Oui, bonjour, vous m'entendez? On vous entend bien, bonjour. Très bien. Bonjour, donc je suis Claire Demeux de la gestionnaire. J'avais une interrogation par rapport justement au calendrier, puisque vous dites que la phase 5, elle se passe... voilà, vous êtes très, très tard dans l'année en fait scolaire. Donc en fait, c'est un projet qui se fait au minimum sur 2 ans. Alors il se fait, en tout cas, je vais y revenir juste après, effectivement, dans la dernière partie sur l'organisation du projet. On a 2 types d'approches du projet. Une qui, effectivement, qui correspond sur une année scolaire et sur nos 2 premières années qu'on a menées, c'est un format qui convient bien. Le plan d'action, il peut se faire normalement, alors en première année, c'est peut-être pas forcément effectivement ce qu'il y a de plus réaliste, on va dire, de tout faire, si on a, à part si on a le temps de s'approprier les contenus en amont, mais de tout faire et d'avoir une approche complète la première année, c'est pas forcément la première approche à avoir, mais en tout cas, si en une année, ça peut se passer. Il y a des établissements justement qui font leur plan d'action dès la première année, enfin en tout cas qui parlent de méthodologie, qui parlent des actions à mettre en place, qui ne mettent pas les actions encore en place, mais qui définissent leur plan d'action. Et ensuite, les années suivantes, c'est par exemple, les élèves qui ont travaillé sur le bilan carbone, la première année, peuvent directement uniquement faire du plan d'action de l'année suivante. Ils peuvent aussi sensibiliser leurs camarades, même leurs enseignants aussi. Il y a une inversion de rôle dans certains établissements ce sont les élèves en première phase qui ont sensibilisé leurs enseignants et leur personnel. Donc ça, c'était plutôt sympa d'avoir ce genre de retour. En tout cas, non, ça se fait en un an. Ça peut, donc de septembre ou octobre à juin. Il y a une approche plus allégée, j'y reviendrai juste après, peut-être. Il y a juste une question de Rémi par la suite. Donc, je ne sais pas si Elisa, ça répondait à votre question. Alors, pas vraiment. En fait, c'est parce que c'est vrai que nous, on est un gros établissement, on a beaucoup d'examens. À partir du mois d'avril, il n'y a quasiment plus d'élèves. Enfin, il n'y a pas plus d'élèves, mais voilà, on est en phase d'examen. Donc, toute cette partie-là, pour nous, elle est difficilement applicable. Donc, voilà, dans l'application pour nous, je pense que ce serait plutôt quelque chose qu'il faudrait réactualiser à la rentrée avec, en effet, des élèves qui ont été acteurs du projet sur toute les 3 premières phases et qui lancent le projet l'année suivante. Vous voyez, après, ça dépend, je pense, des établissements, mais voilà. Donc, peut-être c'est juste ça. Bah, c'est tout à fait quelque chose qui s'est fait. Il y a des lycées en fait, qui n'ont pas eu le temps de vraiment aboutir le plan d'action à la fin de l'année, ce qui se comprend totalement. Du coup, les élèves en fait, qui ont participé au projet pendant l'année ont sensibilisé les autres élèves pour qu'ils rejoignent le projet l'année d'après. Et donc, comme ça les fait aussi travailler sur bien intégrer ce qui s'est passé dans l'année et passer un peu le relais. Et du coup, vraiment de passer du temps sur le plan d'action, de vraiment structurer la démarche. Donc, c'est vrai que ça peut se faire sur 2 ans. Il y en a qui l'ont fait sur 1 an. Donc, ça dépend vraiment des établissements. La plupart l'ont fait sur 1 an, effectivement. Ensuite, ils ne l'ont pas fait forcément de façon complète. Et la première année était un petit peu une année test, le temps de se familiariser avec les méthodologies et de bien comprendre toutes les phases. Et ensuite, les années suivantes se sont faites de façon complète. Ça dépend. On a des lycées, des collèges, même avec le bac ou le brevet qui sont parvenus. Alors, ça dépend. Après, ils avaient plusieurs enseignants pour certains lycées aussi. Donc, ça dépend de l'organisation aussi. En tout cas, c'est toujours pertinent de le faire de façon pas partielle, mais peut-être en filigrane la première année et ensuite d'approfondir les années suivantes. Le but vraiment, c'est d'avoir un bilan carbone qui se fasse d'année en année pour s'améliorer. Il y a encore 2 questions, puis après on pourra effectivement passer à la dernière partie. Il y aura peut-être 2 questions qui arriveront. Une question de Rémi. La comparaison des plans d'action de la phase 5 a lieu entre plusieurs établissements. C'est plutôt un échange de bonnes pratiques qu'on veut promouvoir à ce niveau-là. Chaque établissement, effectivement, montre son bilan carbone, montre son plan d'action. Ensuite, l'idée, c'est vraiment d'avoir des échanges, d'avoir des retours, mais il n'y a pas évidemment, il n'y a aucun jugement. On ne compare pas chaque situation à une situation différente, qu'il soit en milieu rural ou urbain. Les émissions seront pas, les répartitions des émissions sera différente. Au niveau des déplacements, par exemple, elle sera plus importante en milieu rural qu'en milieu urbain. Voilà. Donc, il n'y a pas de
comparaison proprement parler. Ensuite, libre aux établissements de communiquer entre eux. Et justement, il y a une plateforme qu'on a mise en place. On y reviendra juste après à ce sujet-là. Et une dernière question, quel volume horaire hebdomadaire faut-il prévoir? Ça dépend des établissements. Ça dépend aussi du nombre d'élèves et d'enseignants impliqués. On a des établissements qui font à peu près 1 heure par semaine. Il y en a d'autres qui font peut-être 2 heures, 1 heure et demie toutes les 2 semaines. Il y en a d'autres qui font 2 heures, 3 heures par mois. Ça dépend c'est vraiment ce que j'ai oublié de préciser, c'est très important bien sûr. C'est un projet qui est entièrement libre d'accès, entièrement gratuit. On est soutenu par l'ADEME et la Commission européenne, donc c'est entièrement gratuit. C'est un cadre qu'on fournit, un cadre avec des ressources, avec d'autres partenaires qui participent aussi. Donc vous en faites ce que vous voulez tout simplement. Et donc vous faites ce que vous pouvez, ce que vous voulez au niveau de vos contraintes de votre établissement. Et selon les possibilités que vous avez, selon le cadre qu'on fournit, les créneaux horaires, vous faites, on vous propose en tout cas un calendrier. Ensuite, vous le suivez comme vous le pouvez, effectivement, et après, ça permet d'anticiper les années suivantes si l'opération se répète. Aurélien, tu voulais compléter? Le micro est fermé? Non. Non, pour moi, c'est tout bon. C'était bon, ok. J'espère que j'ai répondu à vos questions. On va pouvoir peut-être enchaîner sur la troisième et dernière partie qui est un peu plus courte et reprendre vos questions à nouveau si vous en avez. Donc c'est l'organisation vraiment du projet. Le calendrier, je l'ai déjà abordé, mais c'est sur les ressources notamment. Comme je le disais tout à l'heure, il y a tout un tas de ressources qui sont disponibles sur le site. C'est un des onglets qui est en haut du site web Clixon. Vous aurez le lien en dernière slide de la présentation aujourd'hui. Pardon. Donc il y a un kit, on a intitulé kit de l'enseignant et kit de l'élève. Le kit de l'enseignant, il y a un guide méthodologique ou du facilitateur, comme vous voyez à droite, qui vous accompagne tout du long de l'année pour expliquer les supports qu'on vous fournit, pour expliquer la démarche, pour expliquer l'organisation du projet, la façon d'animer aussi. C'est des suggestions évidemment d'animation des séances. Il y a tout un tas d'activités aussi pédagogiques et évidemment ludiques. Enfin évidemment, je dis évidemment parce qu'elles sont destinées à des adolescents, à des jeunes, en collège notamment. C'est Avenir Climatique qui les fournit, je crois pour la totalité ou presque en tout cas. Il y a un jeu qui s'appelle Enquête Carbone, un autre qui s'appelle le Carbonomètre, un autre le Carbonara. En tout cas, c'est très basé effectivement sur l'empreinte carbone pour la plupart d'entre elles et vous les connaissez peut-être déjà. Encore une fois, ce sont des supports, des activités, des contenus qu'on fournit. C'est libre à vous de les utiliser ou non. C'est un catalogue de ressources. Et les contenus pédagogiques, tout ce qui était relatif à la sensibilisation en première partie d'année, c'est précisé entre parenthèses PowerPoint parce que, encore une fois, vous les adaptez comme vous voulez. C'est pas des PDF, c'est volontaire pour que vous puissiez les adapter si vous avez en face de vous des 6e ou des terminales. Si vous avez devant vous 10 élèves ou 30, voilà, c'est pour ça que tout est vraiment adaptable pour votre projet. Et enfin, donc le calculateur qui est en ligne aussi, ça fait partie de nos ressources qu'on a développées aussi cette année. Et je parlais tout à l'heure de bonnes pratiques. Depuis cette année, donc on a mis en place, vous connaissez peut-être, c'est une plateforme européenne qui s'appelle eTwinning. Pareil, c'est une sorte de Facebook un petit peu de ce côté-là. Il y a un forum, il y a aussi, on peut y organiser des réunions, partager des photos, des vidéos et autres. En tout cas, nous, c'était pour l'aspect échange de bonnes pratiques, l'aspect discussion, donc avec le forum qui nous intéressait, pour que vous, entre établissements, vous puissiez, sans forcément, on est là toujours, bien sûr, on est présent sur ce forum, mais sans que vous puissiez forcément passer par nous, échanger des méthodes que vous avez employées. Je pense à la collecte de données, par exemple. Si vous ne savez pas quel type de questionnaire construire, par exemple, pour la collecte de données, vous pouvez éventuellement faire un partage à ce niveau-là avec d'autres établissements. Pour les actions pareilles, voir quel type d'action peut être mise en place dans d'autres établissements pour vous inspirer. Voilà, en tout cas, c'est une plateforme pour avoir une communauté, la communauté PEBC, on peut appeler ça comme ça, qui commence à se construire déjà depuis 2 ans et puis qui continuera à se développer. Donc ça, c'est au niveau de nos ressources. Et comme je le disais tout à l'heure, au niveau du calendrier, on propose 2 approches qui nous semblent vraiment pertinentes. Encore une fois, c'est libre à vous les adapter de façon différente aussi si vous le souhaitez. L'approche classique, c'est le calendrier que j'ai mentionné tout à l'heure. Je crois qu'il est juste après. Voilà, c'est celui-ci, donc d'octobre à juin, avec les 5 étapes complètes.
Et sinon, l'approche un peu débutant, entre guillemets, c'est qui est un peu plus légère, hein, qui est un peu allégée, qui peut se faire en 5-6 mois. Si par exemple la mise en place du projet se fait en décembre, janvier, ça peut tout à fait encore fonctionner, mais je la vois plutôt cette approche-là comme une approche pour se familiariser avec la méthodologie du projet et pouvoir comme ça l'année d'après démarrer pied au plancher, de bien comprendre, d'avoir anticipé toutes les étapes et d'aller un peu plus vite d'aller de façon, enfin en tout cas de fonctionner de manière efficace, c'est plutôt ça. Donc il y a tout ce qui est sensibilisation, il y a ensuite l'étape 3 de comptabilité carbone, c'est la collecte des données qui cette fois-ci n'est pas à faire dans cette phase débutant. Cette approche débutant, pardon, c'est des données standards qu'on vous fournit à travers justement une des activités d'avenir climatique. Voilà, ça permet vraiment de faire gagner du temps. Le calcul est rapide à faire sur le calculateur qu'on vous fournit, et ensuite le plan d'action, c'est surtout la méthodologie qui est mise en place. Bon, c'est bien rentrer un petit peu dans le concret quand même pour les élèves, bien sûr, et la phase de restitution qui n'est pas obligatoire aussi de ce côté-là. Qui peut se faire juste avec une capture d'écran, par exemple, du tableau de bord du calculateur. Donc ça, c'est pour les 2 types d'approches. Donc voilà, celle-ci elle peut être pertinente à mettre en place dans un premier temps, dans une première année, pour ensuite, les années suivantes, approfondir la démarche. Voilà, c'était vraiment très rapide sur cette 3e partie, c'était pour vous représenter les ressources et les documents. C'est des ressources et le calendrier. C'est les ressources, comme je disais, il y aura un travail de fond qui va être effectué cet été pour vous présenter des documents mis à jour sur les données, sur le calculateur aussi, bien sûr, sur les PowerPoint, sur l'ensemble des données et des documents, on va mettre ça à jour, et sur la méthodologie aussi, bien sûr. Et pour redémarrer avec des données réactualisées, en tout cas l'année prochaine. Est-ce que sur cette 3e partie, vous avez d'autres questions, ou sur l'organisation à nouveau, sur vraiment n'importe quel aspect qu'on a pu mentionner durant cette heure? Libre à vous vous pouvez prendre la parole sans problème ou écrire dans le chat. En tout cas, ce webinaire, il sera en replay. On le mettra sur le site Clixon aussi. Il y a un onglet actualité en haut à droite du site. On va le réorganiser bientôt, mais en tout cas, ce webinaire sera mis en replay sur cet onglet-là très bientôt. Il n'y a pas d'autres questions. En tout cas, n'hésitez pas à relayer aussi l'information si vous avez l'occasion. Donc, comme je vous disais, c'est un projet entièrement gratuit, libre d'accès. Il est ouvert à tous les collèges et lycées pour l'instant. On a estimé que vu les contenus qui étaient proposés, vu l'angle d'approche de la comptabilité carbone, le primaire était peut-être un peu, et a fortiori la maternelle était peut-être c'était un peu précoce encore. Donc pour l'instant, n'hésitez pas à transmettre l'information si vous en avez l'occasion à d'autres structures ou à d'autres collectivités publiques aussi, territoriales, qui peuvent aussi relayer auprès d'autres collèges et lycées. On est passé en première année, on était à 5 établissements pilotes, collège, lycée. On est passé à 25 cette année, en 2021-22. Et nous, on n'a pas de limite pour les années qui suivent. Le but, c'est vraiment d'avoir une communauté qui se construit, qui s'étoffe d'année en année. Et voilà. Dernière chose peut-être, alors je vois qu'il n'y a pas de questions qui arrivent. On communique avec vous, en tout cas, on communique donc évidemment dès qu'on peut, notamment en région parisienne. On est désolé, on peut pas trop se déplacer en région pour l'instant. On communique avec vous en présentiel, tout ce qui est la sensibilisation des enseignants et des personnels en début d'année. La phase de restitution aussi, tant qu'on peut, on vient aussi dans certains collèges et lycées. C'est ce qu'on a fait en tout cas les 2 années qui ont précédé. Et à la suite de ça, on ajoute ça, il y a tout ce qu'on peut faire en distanciel. On a des webinaires qu'on fait à chacune des phases. Donc ce sont des webinaires d'étapes, il y en a 4 ou 5 dans l'année. C'est ce qu'on a fait cette année. On le refera l'année qui arrive. Et aussi e-twinning pour converser avec vous, des emails évidemment. Et puis bien sûr des visios
en individuel ou échange de mails, bien sûr. On est vraiment là pour vous épauler, quoi qu'il arrive, vous n'êtes pas seul dans l'organisation du projet. Voilà, donc là c'est l'adresse de notre site clickson.eu. Donc il est aussi en version espagnole et italienne et anglaise. Si vous avez d'autres établissements partenaires jumelés par exemple qui voudraient participer au projet. Alors évidemment ce sera plus sur les aspects sensibilisation, la comptabilité carbone comme les données sont plus axées sur la France métropolitaine, ça sera surtout pour la sensibilisation pour eux, mais en tout cas ils sont les bienvenus s'ils le souhaitent à travers la déclinaison européenne, le projet Clickson. Et pour nous contacter, on a l'adresse email qui est juste en bas de l'écran, à laquelle on est tous connectés, Avenir Climatique et l'ABC, pebc@clickson.eu. Voilà, donc en tout cas, merci à tous. S'il n'y a pas d'autres questions, nous, on peut rester connectés avec plaisir, en tout cas, pour répondre à vos questions. En tout cas, merci à vous, merci de votre présence aujourd'hui. N'hésitez pas à nous écrire par mail pour prévoir un entretien individuel, par exemple. Alors, je vois qu'il y a une question qui arrive. Merci pour le message, merci d'avoir assisté à ce webinaire. Donc on reste, il n'y a pas de date limite pour s'inscrire, même en cours d'année prochaine. Si, en tout cas, c'est pas l'idéal bien sûr, mais on a un formulaire d'inscription qui est sur notre site web en première page. On va le remettre un petit peu plus en évidence. Je crois qu'il est un peu perdu dans les actualités. On va vous le remettre en évidence. C'est un Google Form tout simplement pour que nous on ait votre mail et vous communiquiez les échéances, les actualités, les webinaires. Voilà, tout simplement. Donc je vous le recommuniquerai dans un mail juste à la suite de ce webinaire-là. Merci à vous, merci pour votre présence et à bientôt. Et j'espère que vous vous inscrirez pour l'année prochaine en tout cas. Merci et bon après-midi. À bientôt.